Il est 12h30 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, 16h30 à Mbita près du lac Victoria. Bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de Gabon 24 pour vous informer. D'abord le sommaire. Pour lutter contre la faim, l'Union européenne va débloquer un montant de 250 millions d'euros pour l'Afrique, l'Afghanistan et le Venezuela. En Côte d'Ivoire, première édition du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. La question de la transformation et la commercialisation du caoutchouc était au cœur des échanges. Et puis, commémoration ce 7 juin de la Journée africaine des frontières pour cette 11e édition. L'Assemblée générale tient des assises à Libreville. Après le sommaire, le développement. Ce mercredi, l'Union européenne a débloqué millions d'euros pour lutter contre a été faite par la G7. Les fonds proviennent du budget de l'Union et seront alloués aux pays confrontés à une grave insécurité alimentaire. La pandémie de Covid-19 ayant entraîné une augmentation des besoins humanitaires. Pour Ursula von der Leyen, cette contribution répond à un appel des Nations Unies et doit renforcer le système alimentaire mondial. Nous devons renforcer les systèmes alimentaires mondiaux. Et c'est pourquoi l'Union européenne, lors du G7, s'engagera à octroyer une nouvelle aide humanitaire de 250 millions d'euros pour lutter contre la faim. Par exemple, nous voulons donner presque 50 millions d'euros aux pays de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Est. C'est une déclaration faite avant la réunion des dirigeants des 7 principales économies industrialisées organisée ce samedi en Grande-Bretagne. Ceci bien que le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte du sommet, fasse l'objet de vives critiques suite à la nouvelle de son projet de réduire le budget consacré par son royaume à l'aide au développement. Nous souhaitons être un partenaire loyal, engagé pour une relation positive, fructueuse, constructive avec le Royaume-Uni. C'est le souhait qui nous a toujours habité tout au long de cette négociation au cours de laquelle on a été capable de démontrer notre ferme unité. Mais nous sommes aussi prêts à utiliser les différents moyens à notre disposition pour protéger nos intérêts, pour garantir l'intégrité du marché intérieur, pour faire en sorte que les accords soient respectés. En mars dernier, les Nations Unies avaient déjà prévenu que la famine menaçait 34 millions de personnes dans le monde et que le nombre de cas de famine aiguë allait augmenter dans plus de 20 pays. Avec Déoline Zouti, nous parlons de la Banque mondiale qui révise à la hausse sa prévision de croissance pour l'économie de toute la planète. L'institution pense que le produit intérieur brut mondial devrait progresser cette année, contrairement à sa précédente projection. C'est la plus forte croissance depuis 80 ans que devrait enregistrer l'économie mondiale cette année. De 1,5 à 5,6%, la prévision de croissance mondiale 2021 révélée par la Banque mondiale est tirée par un fort rebond de quelques économies avancées, dont celle des États-Unis. La Banque mondiale a en effet amélioré les prévisions pour presque tous les pays et régions, exception faite des pays à faible revenu. Bien qu'il y ait des signes encourageants de reprise globale, la pandémie continue d'infliger pauvreté et inégalité aux populations des pays en développement à travers la planète. Les décideurs doivent donc garder à l'esprit qu'il est absolument essentiel de vacciner rapidement et partout, pas seulement dans les économies avancées. La Banque mondiale rappelle que la crise sanitaire du coronavirus maintient les inégalités dans les pays en développement, tout comme elle s'inquiète de voir l'insécurité alimentaire progresser pour ces mêmes populations en raison de la hausse des prix des aliments. C'est pourquoi l'institution basée à Washington appelle à une plus forte coopération internationale pour alléger la dette des pays défavorisés. Depuis quelques semaines, la plupart des pays de l'Union européenne ont entamé leur déconfinement lié à la Covid-19. Ce mercredi, la France et la Belgique poursuivent l'allègement de leurs mesures restrictives. On en parle avec Sarpina Koundi-Penda.
En France, la troisième phase du déconfinement annoncée par les autorités dans le but de relancer l'économie du pays se traduit par la réouverture des restaurants, des bars ainsi que des salles de sport. Ces lieux fermés au public durant une longue période en vue de freiner la propagation de la Covid-19 peuvent enfin rouvrir leurs portes. Ce n'est pas tout, les travailleurs pourront également rejoindre progressivement leur lieu de travail. Le télétravail est donc assoupli, tout comme les règles établies dans les cantines et pour les pots entre collègues. Le couvre-feu, lui, a été décalé de 21h à 23h, donnant ainsi aux populations la possibilité de travailler encore plus. Les autorités françaises ont annoncé que la campagne de vaccination devrait atteindre son objectif de 30 millions de primo-vaccinés d'ici le 15 du mois en cours, ce qui signifie que 57% de la population adulte auront reçu au moins une première dose. En Belgique, des mesures restrictives ont aussi été annoncées et prennent effet à compter de ce mercredi. Les cafés et restaurants pourront enfin accueillir leurs clients à l'intérieur. Les établissements pourront désormais ouvrir leurs portes le matin dès 5h et ce jusqu'à 23h30. Dans le pays, plus de 4,8 millions de la population, soit 53% d'adultes, ont déjà reçu au moins une première dose de vaccin. Avec la poursuite de ces déconfinements annoncés, il se peut que la fête de la musique célébrée chaque 21 juin ait bien lieu. Contrairement à ce que l'on pensait jusqu'ici, la pandémie de Covid-19 a à peine entamé les émissions de CO2 au niveau mondial. En ce temps de relance des économies, pour l'Agence internationale de l'énergie, les confinements et les arrêts de production de 2020 ont permis une inflexion des émissions de carbone de 7 à 5,8%. Miguel Mabika. L'information qui survient dans un contexte de relance des économies devant stimuler les exportations africaines est appuyée également par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Selon l'organe basé à Paris, les confinements et les arrêts de production de 2020, notamment en Chine et aux États-Unis, n'auront apporté qu'une baisse temporaire marquée par une inflexion des émissions de carbone de 7 à 5,8%. Celle-ci sera vite compensée et annulée par la reprise économique de cette année. Une recommandation diversement accueillie en Afrique qui reste le continent le moins pollueur, mais où plusieurs pays comptent développer davantage leur secteur pétrolier tout en reconnaissant les risques futurs liés au climat. À titre d'exemple, le commissaire au changement climatique en Ouganda, Chebe Maïkout, a même déclaré que le pétrole et le gaz étaient une ressource accueillie favorablement pour soutenir la transformation socio-économique. Le gouvernement ougandais a fait du pétrole et du gaz une priorité en tant que secteur clé pour accélérer la croissance économique du pays. Pour lui, le continent africain devrait apprendre des erreurs des autres et adopter cette transformation de manière durable. Mettons le cap sur le Kenya, où l'effet flagrant du changement climatique sur les écosystèmes naturels accélère davantage cette situation et affecte les populations. Pour les limiter, sur le lac Victoria, le pays a décidé de renforcer la résilience de cet écosystème avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'adaptation au changement climatique. Le gouvernement kényan a lancé un projet visant à renforcer la résilience climatique dans le bassin du lac Victoria. L'initiative a bénéficié d'un investissement de 5 millions de dollars de la part du Fonds des Nations Unies pour l'adaptation au changement climatique. D'après le secrétaire général du ministère kényan de l'Environnement et des Forêts, Mohamed Elmi, le projet qui implique la plantation d'arbres, la conservation des sols et l'utilisation d'énergies renouvelables aidera les communautés à s'adapter au changement climatique. Par ailleurs, l'audit projet prévoit la restauration de l'écosystème et de la biodiversité dégradée par le changement climatique et les activités humaines. L'initiative va assurer la sécurité alimentaire, une énergie plus propre et la restauration de l'habitat. Un rapport 2018 de l'Union internationale pour la conservation de la nature indique que 204 espèces du lac Victoria seraient menacées de disparition. Les causes sont la pollution d'origine industrielle et agricole, le défrichage et la surexploitation des ressources. Le lac Victoria est le deuxième plus grand lac d'eau douce du monde avec une superficie de 68 800 km². La biodiversité du lac assure le développement économique et l'alimentation des communautés locales.
Restons avec Miguel Mabika et allons en Afrique du Sud où le taux de criminalité dans le pays a été aggravé par les mesures de restriction imposées par le gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Face aux inquiétudes, les sociétés de sécurité privées ont rassuré les habitants des banlieues de Djobour. L'insécurité est devenue monnaie courante en Afrique du Sud. Les cambriolages, les agressions et les vols de voitures sont les plus fréquents, surtout dans les quartiers les plus aisés. Ils vont être arrêtés. Nous allons les emmener au poste de police puis les remettre à la police. Puis la police fera tous les papiers, les inculpera, peut-être les filtrer. Si ces agents de sécurité privés apportent une aide supplémentaire à la police sud-africaine dans la lutte contre la criminalité élevée du pays, il n'en reste pas moins que leurs méthodes, parfois à la limite de la légalité, sont souvent critiquées par les experts de sécurité. Alors c'est la police sud-africaine qui dirige l'opération parce qu'ils ont le rôle de protecteur public et nous suivons leurs ordres. Donc oui, on leur apporte un soutien tactique parce que nos gars ont une formation militaire, alors on apporte une aide supplémentaire. L'Afrique du Sud n'a pas assez d'officiers de police, alors nous les aidons quand nous le pouvons. Vêtus de camouflage et munis de fusils, ces agents de sécurité font fréquemment des patrouilles de nuit. Beaucoup d'entre eux sont d'anciens soldats et d'anciens gardiens de transport de fonds. Elle emploie plus de personnel que la police et crée du travail pour plus de 2 millions de personnes sur une population de 59 millions. Avec Rodney Ovono, l'on revient sur la situation politique au Mali qui a contraint la CEDEAO à dépêcher de nouveau un émissaire à Bamako pour évaluer les assurances données par le nouveau président de transition quant aux exigences d'un retour des civils. L'envoyé spécial de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako au lendemain de la prestation de serment en tant que président de la transition du colonel Goïta, censé ramener les civils à la direction de ce pays, pris dans une tourmente sécuritaire et politique depuis près de 10 ans. La mission ouest-africaine, qui a déjà rencontré le président malien, s'entretiendra avec d'autres forces vives de la nation. Si la CEDEAO avait exigé qu'un civil soit nommé à la tête de la primature, la nomination de Choguel Maïga ce lundi semble avoir marqué la première étape du dégel entre la communauté internationale et le chef de l'État malien. Pour la délégation de l'institution ouest-africaine, il faut maintenant que le gouvernement soit inclusif et d'ajouter que des consultations ont déjà été engagées dans ce sens. La question du calendrier et de l'organisation des élections dans 9 mois a été l'un des grands sujets abordés par toutes les parties. Rappelons que la mission de Goodluck Jonathan s'inscrit dans le cadre du suivi des recommandations du dernier sommet de la CEDEAO consacré au Mali, organisé le 30 mai dernier à Accra. Entre autres recommandations, la CEDEAO avait exigé la libération du président de transition Bandao, du Premier ministre Mokhtar Ouane et d'autres personnalités arrêtées lors des événements du 24 mai, la nomination d'un Premier ministre civil et le respect de la période de transition. Parlons à présent de l'économie avec la toute première édition du sommet mondial sur le caoutchouc qui s'est déroulé en mode virtuel ce mardi en Côte d'Ivoire avec pour objectif la redynamisation de la filière caoutchouc en Afrique. Les détails avec Ornella Guédou. Les investisseurs nationaux et internationaux présents à ce sommet avaient pour mission de s'impliquer davantage dans la transformation et la vente du caoutchouc afin de trouver des partenaires. Cette rencontre mondiale sur le caoutchouc avait pour thème affronter l'avenir, inclusivité, durabilité et croissance pour la nouvelle normalité. En raison des restrictions liées au coronavirus, le tout s'est déroulé par visioconférence. Des participants qui relevaient essentiellement de la chaîne de valeur mondiale du caoutchouc naturel et synthétique. Des axes importants étaient au centre des échanges, à savoir une meilleure production locale et l'insertion du caoutchouc dans les circuits internationaux de distribution. L'objectif principal est donc d'initier une profonde révolution du secteur du caoutchouc et impulser des programmes de diversification de l'utilisation de cette filière à travers des stratégies innovantes. La Côte d'Ivoire, un des plus grands producteurs mondiaux, entend améliorer la situation des travailleurs du secteur DVA, qui sont au nombre de 150 000 producteurs et 40 000 seigneurs. L'EVA occupe une place stratégique au sein de l'agriculture ivoirienne et constitue un moteur de développement économique du pays, car il contribue aux recettes d'exportation.
Au Burkina Faso, une session d'information axée sur les opportunités de financement de la culture entamée depuis ce 8 juin prend fin ce mercredi. Une rencontre essentiellement ouverte aux entrepreneurs culturels et touristiques de Ouagadougou, la capitale. Sabrina Kundi-Penda. Les mécanismes de financement ne sont pas connus ou utilisés par les entrepreneurs culturels et touristiques. C'est fort de ce constat que la Direction du développement de l'industrie touristique du Burkina Faso, en partenariat avec le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, a décidé de passer à la vitesse supérieure en organisant cette session de formation. Lancés mardi, ces travaux ont été l'occasion pour les organisateurs de voir comment améliorer le taux d'accès au crédit des acteurs privés, du tourisme et de la culture et augmenter ainsi le volume des investissements dans ces secteurs. Cette session de formation s'est également focalisée sur la résilience des entreprises touristiques et culturelles, l'un des axes stratégiques du nouveau référentiel de développement étant de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Durant 2 jours, les acteurs privés de la culture et du tourisme ont été outillés sur les mécanismes de financement d'établissements de crédit publics et privés, bénéficiant en outre d'une formation en éducation financière. La culture et le tourisme sont 2 secteurs à forte potentialité d'emploi et de devises au profit des femmes et des jeunes. Sachant que les entrepreneurs culturels et touristiques sont confrontés à des difficultés pour juguler les effets néfastes des crises sécuritaires et sanitaires sur l'économie nationale, le gouvernement a entrepris plusieurs actions dont la mise en place de fonds nationaux pour financer des initiatives des acteurs privés et contribuer ainsi à leur résilience. Art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Tel est le thème de l'édition 2021 de la Journée africaine des frontières, la 11e du genre. Au cours de son assemblée générale, tenue ce matin même à Libreville au Gabon, la Commission nationale des frontières a statué sur les nombreux défis en matière de protection des frontières dans l'espace CEAC. Impulser une nouvelle dynamique à la gouvernance des frontières au Gabon, ce pays qui figure parmi les 7 pays pilotes de la CEAC, c'est autour de cette idée que se tient l'Assemblée générale annuelle de la Commission nationale des frontières. Durant 2 jours d'échanges, plusieurs thématiques sont abordées pour trouver une approche nouvelle à la Commission afin d'asseoir une meilleure gouvernance des frontières. Nous avons fait le point de plusieurs thématiques. La situation sécuritaire dans les marges frontalières et nous avons échangé sur les missions et le champ d'action de la Commission nationale des frontières qui mérite d'être revisité parce que dans son texte fondateur date de 2010, le champ d'action de la Commission nationale des frontières s'est élargi. Nous faisons face à beaucoup d'autres enjeux et à l'aune de ces enjeux, il fallait bien réfléchir pour trouver une autre approche de gouvernance des frontières. Nous avons assisté à des échanges fructueux qui augurent de très bonnes recommandations. Les recommandations à l'issue de cette rencontre devront donc être soumises d'ici demain aux membres du gouvernement qui auront pour mission d'examiner et adopter le nouveau champ d'action de cette commission pour faire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale un espace économique et politique unifié par la mise en œuvre du programme Frontières de l'organisation. L'hygiène bucco-dentaire, on en parle dans cette grande édition d'information avec plusieurs préoccupations telles que la connaissance de la bonne technique du brossage des dents et la fréquence du dit brossage. Sabrina Kundi-Penda nous plonge dans le monde de la bouche. La bouche est cette partie du corps qui reçoit un nombre important d'aliments au quotidien, des aliments aussi bien sucrés que salés. Mais pour se débarrasser des débris alimentaires qui restent entre les dents, un brossage efficace s'impose. Le meilleur brossage, commencer par l'une des mâchoires et de passer à une autre, tout en ouvrant la bouche. C'est pas dents serrées, c'est pas comme ça. Le meilleur brossage, c'est pas comme ça, non. C'est en ouvrant la bouche. Nous commençons par exemple, les dents du haut. Et sur ces dents-là, nous allons faire un mouvement. La brosse à dents doit faire un mouvement de la gencive vers la couronne dentaire tout en respectant un trajet. Et après, nous allons brosser les surfaces qui mastiquent, masticatrices. Et voilà, et à partir de là, nous irons en bas, en partant du rouge au blanc, et ne jamais oublier la langue. Combien de fois par jour doit-on se brosser les dents et à quelle fréquence? Nous, ce que nous conseillons à nos patients, c'est de faire un brossage qui dure au minimum 3 minutes.
3 minutes, le temps de brossage. Et en ce qui concerne le nombre de brossages par jour, nous conseillons au minimum 2 brossages, hein, généralement après les repas. Et nous devons privilégier le brossage le soir au coucher, parce que c'est le brossage le plus important. Donc, nous allons dire 2 brossages dans la journée, après les repas, et surtout le soir avant de se coucher. Il ne s'agit pas seulement d'introduire une brosse à dents avec une pâte dentifrice dans la bouche pour prétendre avoir fait un nettoyage approprié. Il faut respecter certaines techniques de brossage, car l'hygiène bucco-dentaire n'est pas une option, mais une nécessité dans la mesure où elle aide à prévenir la survenue des maladies bucco-dentaires, souvent à l'origine de la mauvaise haleine. Voilà qui est dit. Et puis, nous parlons du sevrage pour un nourrisson qui désigne l'arrêt total de l'allaitement maternel au profit d'autres aliments. Avec la nouvelle génération de jeunes mamans, nombreuses malheureusement sont celles qui ne savent pas comment s'y prendre, à quel moment sevrer son bébé et pour quel aliment. Élément de réponse avec Ornella Guédou et Alban Boumba. Diverses raisons peuvent amener les mamans à entamer le sevrage de leur bébé. Des raisons professionnelles ou sanitaires. À cet effet, il est recommandé de le faire à un certain nombre de mois. Le sevrage commence à l'âge de 6 mois. Il est tout à fait normal de penser que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Certaines mamans osent le faire, mais cela se termine par des complications. Quel est le protocole d'un bon sevrage? Et quels sont les aliments à même de remplacer le lait maternel? Alors il est conseillé de remplacer une tétée au fur et à mesure par soit un allaitement, une alimentation artificielle, un lait artificiel, soit par un lait de complément. Il est conseillé de donner des aliments de complément, c'est-à-dire la maman continue à donner le sein et une fois par jour, elle donnera un aliment de complément. Ce ne sont pas des aliments extraordinaires, c'est ce qu'on mange à la maison, soit une purée de fruits, soit une purée de légumes. Pour les bébés petits modèles que les mamans trouvent qui sont trop maigres, on donnera une bouillie légère de ce qu'on a à la maison, soit une bouillie de manioc, soit une bouillie d'igname, soit une bouillie de farine de blé. Pour une maman qui souhaite stopper la prise du sein de son nourrisson, l'allaitement reste malgré tout important pour son bébé et elle-même pendant quelques temps. Ceci pour entretenir une belle intimité et un lien entre les deux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place au rappel du sommaire. Pour lutter contre la faim, l'Union européenne va débloquer un montant de 250 millions d'euros pour l'Afrique, l'Afghanistan et le Venezuela. Première édition du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc en Côte d'Ivoire. La question de la transformation et la commercialisation du caoutchouc était au cœur des échanges. Et puis, commémoration ce 7 juin de la Journée africaine des frontières. Pour cette 11e édition, l'Assemblée générale de la Commission nationale des frontières tient des assises à Libreville. Tout le plaisir a été pour moi que de vous informer. Et je vous quitte en vous laissant avec le fil d'actualité de Gabon 24, lequel se poursuit sur YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp et sur www.gabon24.ga, toujours dans la continuité des gestes barrières. Au revoir. Un tiers de la production nationale de bois coupé au Gabon est illégal. Érigé en normes et encouragé par certains représentants de l'autorité et exploitants forestiers, la corruption et l'évasion fiscale portent ainsi